Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être ici au DevLead avec vous aujourd'hui pour vous parler de développement web et notamment comment gagner en qualité et en autonomie avec des outils comme Orval et MSW. Alors, je vois pas très bien tout le monde dans la salle, mais est-ce qu'il y a des développeurs web dans la salle? Web, front-end, architecte? Ah oui, il y a beaucoup. Quand même, ouais. D'accord. Donc, cette présentation, c'est le fruit d'un retour d'expérience qu'on a eu sur projet, un projet que j'ai démarré il y a à peu près un an et demi, chez un grand acteur du secteur de l'énergie, dans lequel on avait en responsabilité le front-end et notre équipe du client, un partenaire du client, qui avait effectivement la partie back-end et API. On avait plusieurs contraintes, notamment un enjeu fort de time to market, donc la nécessité effectivement de produire rapidement de la valeur métier. Alors, pour rappeler, l'application, c'était l'équivalent de Google Home. On a des tuiles avec des objets connectés qui consomment un certain nombre d'API, donc des objets connectés, des radiateurs, véhicules électriques, panneaux solaires, et j'en passe. Donc beaucoup effectivement d'objets, avec des disparités, beaucoup d'API à interconnecter, donc un écosystème très complexe, très riche, très varié, qui effectivement peut être problématique quand on développe un front-end de ce type-là. On en arrive rapidement à un sujet, c'est le besoin de développer des choses, donc apporter rapidement de la valeur métier en toute autonomie et en garantissant un certain niveau de qualité. Et la qualité, sans spécification et sans outils, c'est quelque chose de compliqué. On arrive souvent à ce genre de situation où on est décalé par rapport effectivement au back-end. Avant de continuer, j'aimerais qu'on se présente effectivement. Donc nous, on fait partie d'une entité qui s'appelle Digital Customer Experience chez Capgemini, et plus particulièrement d'une cellule d'expertise en architecture et en développement logiciel. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans le groupe, je m'appelle Johan Surlik, moi je suis Principal Solution Architect. J'aime beaucoup le TypeScript, je fais pas mal d'open source, du DIY, de l'impression 3D et du vélo. Et bonjour à tous, je m'appelle Giovanni Scamandro, je suis moi-même architecte solution et chez Capgemini depuis 6 ans. J'apprécie tout particulièrement les technologies Microsoft et ça fait pendant 10 ans effectivement où j'ai pu travailler avec, mais ces dernières années j'ai tendance à proposer des solutions basées sur les technologies web, notamment TypeScript et JavaScript. J'apprécie également tout particulièrement les principes du craftsmanship et j'occupe un deuxième métier depuis 3 ans qui est celui d'être papa de 3 jeunes enfants. Et je ne suis pas rémunéré pour celui-ci. Un agenda en 2 temps, on va vous présenter les outils Orval et MSW avec une petite introduction. On fera une séance de live coding et vous repartirez avec un key takeaway, l'idée d'avoir quelques devoirs à la maison. C'est parti. Alors, on est ici effectivement pour présenter des solutions autour du développement web et on va principalement se concentrer, vous l'aurez compris, sur les profils de développeurs front-end, bien évidemment. On le vit tous au quotidien, n'est-ce pas, Johan? Quand tu veux démarrer un projet front-end, on t'explique que le back-end n'est pas disponible. Bon, super. Quand tu as de la chance et que le back-end est disponible, c'est les spécifications d'API qui ne sont pas à jour, qui changent, qui évoluent. Du coup, tu es bien embêté à chaque fois, tu ne sais pas comment faire. Et puis quand tu as vraiment de la chance, tout ça fonctionne très bien, eh bien, c'est les environnements qui sont instables. Te permettant pas de faire tes tests, et surtout, lors des démonstrations, c'est pas évident pour toi. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, pardon, excusez-moi, en conséquence de tout ça, c'est que les projets ralentissent, et donc mènent souvent à des réalisations de hacks qui sont dits crânes, pour débloquer des situations temporaires, allant surtout en production, et causant surtout des régressions, et allant en production. Ce que je vous explique là, c'est clairement pas une fatalité. On va vous présenter donc ces solutions qui vont vous permettre de casser la dépendance entre le front-end et le back-end, rendant ainsi la possibilité aussi de mettre à jour votre code à partir des spécifications d'API qui évoluent en cours de route, et surtout d'avoir des environnements qui sont stables, faciles et accessibles. On commence par Orval. Est-ce qu'il y a d'entre vous, quelques-uns d'entre vous qui connaissent Orval? Je ne parle pas de la bière, je parle d'un outil de développement web, Orval.js. D'ailleurs, précisez bien quand vous faites la recherche sur Internet, précisez bien JS derrière. La définition GitHub, c'est générer, valider, mettre en cache, simuler dans vos applications front-end, le tout à partir de votre spécification OpenAPI. C'est un outil qui va permettre de générer un client d'API typé à partir d'une spécification d'interface OpenAPI ou Swagger.
Sur votre gauche, une spécification OpenAPI 3.0 au format YAML. On reprend l'exemple du Pet Store qui est assez classique dans les démonstrations. Dans la configuration, on va choisir qu'effectivement, on se base sur cette définition YAML, donc le Pet Store YAML. Et en sortie, je vais pouvoir générer en fait ici un client React Query. Je vais splitter. Alors le mode split permet de splitter effectivement le modèle en différents fichiers. On a une target qui permet de spécifier en fait le fichier de destination pour les services qu'on va générer. Le schéma précise effectivement l'emplacement du modèle de données. Et le mock-through va permettre de générer en fait des bouchons avec MSW. Et ça, on le verra dans un second temps avec Giovanni. Donc effectivement, quand on a utilisé l'outil, on va voir effectivement que ça génère un certain nombre de classes, d'objets. On va retrouver la définition des services, le schéma, les mocks, les services et les différents modèles qu'on va utiliser pour générer et utiliser en fait notre client d'API. Orval s'utilise sous forme de client, donc c'est un CLI en ligne de commande. Il suffit de lui passer en fait la configuration, le fichier YAML en entrée, et il va générer derrière en fait les classes. C'est intégrable dans votre workflow NPM. Moi, j'utilise effectivement avec un script, Generate API, dans lequel j'appelle Orval avec un fichier de configuration, et derrière, ça génère automatiquement le code. On peut l'intégrer dans une chaîne de CI/CD, ce qui va permettre d'automatiser effectivement la génération de clients d'API, de modèles, directement en fait, dans votre chaîne d'intégration. Vous avez également la possibilité de l'utiliser dans un programme, et là, effectivement, on peut surcharger l'utilisation d'Orval et NMSW dans un programme plus conséquent que vous souhaitez. Sur votre droite, la configuration. Donc là, ici, on a deux projets. Le premier projet qui est le Pet Store, donc dans lequel je me base toujours sur la même spécification. Et derrière, je génère un client SWR qui est un équivalent de React Query, très clairement. On va générer les mocks. Et dans un deuxième temps, un deuxième projet en fait, qui se base sur le même Pet Store YAML, mais derrière, qui va générer les schémas ZOD pour une configuration runtime. Et ça, on verra plus en détail en quoi ça consiste. Je vais pouvoir générer tout type de code, que ce soit du React, du Svelte, de l'Angular, du Vue, et également des clients un peu plus exotiques comme Fetch API, de l'ONO, SWR et du MCP Server, et ça on reverra effectivement dans un second temps. Mais aussi, je suis capable de générer des clients d'API, HTTP ou Axios spécifiques sur la base d'implémentation de projets spécifiques. Et là, je reprends effectivement le talk qui s'est passé effectivement de Nirina ce matin à 11h, où on avait une approche frameworkless, et là, effectivement, on peut quand même utiliser cet outil dans ce type d'approche. Des exemples de code généré. Là, on est sur 3 typologies de code, donc React, Angular, Vue. Ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est qu'on conserve les spécificités de chaque framework, mais le code reste le même. On a un service getPrompt qui est présent dans les 3 générations, et c'est idempotent par rapport en fait, à une génération à partir d'API. Donc là, effectivement, on va pouvoir régénérer systématiquement le même code, même si on appelle 30 fois l'outil. On va pouvoir générer des MCP serveurs. Donc, si vous avez suivi le talk sur MCP Server d'Olivier tout à l'heure, le MCP Server permet d'utiliser une API comme un outil d'une IA, très simplement. Donc là, ici, en fait, on se base toujours sur notre fichier de configuration. On va spécifier que le client, c'est MCP, mais ce n'est pas du React, c'est du MCP. Et derrière, en fait, Orval va me générer l'ensemble des classes nécessaires pour utiliser mon API en tant qu'outil dans mon client d'IA. Donc, que ça soit du Claude, du Copilot et du ChatGPT. Sur la droite, on va revoir effectivement la définition de notre Pet Store en tant qu'MCP Server dans notre outil d'IA. Et ça, de manière très simple. Orval permet de typer les objets qu'on va utiliser. Alors à la fois au build, mais aussi au runtime. Sur la gauche, on a une définition en fait, du pet qui reprend en fait, 2 objets. Donc c'est une union discriminée générique d'un dog, enfin d'un chat et d'un chien. Il n'y a pas de type any, tout est typé effectivement. Au centre, on va retrouver la génération ZOD, donc, qui permet de générer une validation d'objets au runtime. Et ça s'utilise de cette manière-là. Clairement, là, en fait, j'ai un pet qui est déclaré, donc sur la droite, conspect avec un name et un tag comme attribut. Donc là, en fait, je vois que c'est 2 strings et c'est ce qui était attendu, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, si on modifie en fait le nom et on remplace par un nombre, et dans ce cas-là, ça va sortir en erreur. Et du coup, on va pouvoir générer, enfin en tout cas générer et surtout surveiller en fait, nos entrées et sorties d'API de cette manière. Bon, les usages avancés, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a beaucoup, effectivement. On va pouvoir valider la spécification OpenAPI en entrée. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va pouvoir également surcharger en fait, la spécification. On vous fournit une spécification avec des formats string. Vous attendez en fait, à des datetime, typiquement parce que vous avez des champs en fait, de date. Et bien, on va pouvoir surcharger en fait, la spécification de l'entrée.
On va pouvoir également transformer ou adapter certains objets de la spécification. Je reprends l'exemple de mon objet en fait, datetime. Je vais pouvoir spécifier en fait, le type de format bien précisément. Je vais pouvoir agir aussi sur la convention de nommage, si je veux passer en camel case ou kebab case si j'ai envie, en fonction des besoins du projet. Et puis, alors après, il y a un certain nombre de transformers, mutators, qui permettent de modifier en fait, les classes qui sont générées derrière. Et ça, effectivement, on peut aller très loin dans la modification de la génération. Donc Orval, si on résume, c'est un certain nombre d'avantages significatifs en termes d'automatisation et de productivité, notamment parce qu'on va générer des classes automatiquement, on n'a plus besoin de coder en fait, les clients d'API, les modèles qu'on utilise. Donc c'est un vrai gain de temps, ça va permettre de se synchroniser entre les équipes front-end et back-end. On n'est plus obligé d'avoir une approche front-end first ou une autre typologie d'approche. On peut forcément, effectivement travailler en fait, les uns indépendamment des autres. On a un typage fort et sécurisé en fait, à la fois au build et au runtime des données qu'on va manipuler. Donc c'est une vraie réduction des bugs en fait, sur le long terme dans notre projet. Une intégration simple, comme on a pu le voir en fait, avec les différents frameworks web. Alors si vous avez effectivement des intégrations à faire avec du Java en fait, ou du Python, là je vous conseille effectivement quand même Swagger Generator en complément. On va pouvoir l'intégrer dans la chaîne de CI/CD, et ça pour automatiser un certain nombre de tests, on le verra par la suite. En termes de flexibilité, on l'a vu, c'est hautement configurable. On va pouvoir utiliser des templates customisés pour des besoins spécifiques et les reproduire sur différentes configurations. Et en termes de scalabilité et de maintenabilité, on est sur une standardisation du code, on va systématiquement régénérer les mêmes classes, et donc on va pouvoir faciliter la montée en charge et la maintenance dans le temps. Alors, à cette étape-là, on a effectivement des classes donc, générées automatiquement, des modèles de données générés, mais on n'est pas encore détaché complètement du back-end. C'est à mon tour donc, de vous présenter MSW, donc pour l'acronyme c'est Mock Service Worker. Et comme la définition l'indique, c'est une bibliothèque de bouchonnage d'API qui va vous permettre d'écrire des mocks indépendamment du client et surtout de pouvoir réutiliser ces éléments-là dans différents contextes que l'on va voir juste après. Alors, MSW, c'est comme son nom l'indique, une librairie. Comment ça fonctionne? Elle va agir directement au niveau du réseau, donc au niveau du navigateur, grâce à un service worker. Et donc, elle va intercepter les appels d'API, que ce soit HTTP ou GraphQL, afin justement de pouvoir les traiter grâce à ce qu'on appelle un handler. Un handler, c'est ce que chaque développeur va devoir définir et qui va établir le comportement que ces API moquées vont avoir. Donc le code retour, le résultat, le format, etc. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Très clairement, le développement va pouvoir se faire dès le premier jour du projet, sans attendre le back-end. Bien évidemment, avec cette spécification d'API, les tests automatisés vont pouvoir être robustes. Je vais pouvoir aussi utiliser MSW dans mes pipelines de développement et donc exécuter mes tests à la fois unitaires ou automatisés sur ces pipelines-là, et ils seront toujours fonctionnels, puisque je vais moquer l'ensemble de ces API et je ne vais pas avoir de problématiques de back-end, disponible, pas disponible, des goulots d'étranglement, etc., etc. Je vais également avoir les bénéfices, c'est lors des démos et prototypes. Ceux-ci vont être réactifs. Fini la sueur de se dire est-ce que le back-end est disponible, est-ce que tu peux redémarrer le back-end, est-ce qu'on soit sûr qu'il soit à l'état initial, parce que la démonstration client, on ne va pas être certain. Et puis des prototypes réactifs, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est en local sur la machine ou alors sur un serveur dédié purement pour l'application. Enfin, des environnements isolés et sécurisés. On n'aura plus la problématique d'altérer des données, de polluer des données, puisqu'on ne sera pas en production, on sera soit sur notre machine, avec nos données, donc nos données totalement fakées, bien évidemment, soit sur un serveur, mais dédié à cet usage-là. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On a ici une implémentation dans un mode navigateur. Donc je le disais tout à l'heure, on a différentes applications de MSW, à la fois en navigateur, grâce au service worker, mais si on n'a pas de navigateur disponible, parce qu'on est sur une machine, sur un serveur qui n'a pas forcément d'interface graphique, on va vouloir quand même exécuter nos tests, et pour ce faire, on va utiliser Node.js, avec une librairie similaire. Dans ce premier cas, on va donc avoir, sur la partie gauche, un exemple de mock d'API. J'en ai deux, j'ai une API en GET et une API en POST.
Et donc, je vais définir dans mon fichier handler la manière, effectivement, dont ces API seront moquées. À la fois sur le statut, la réponse ici, dans les deux cas, c'est 200, mais aussi dans le contenu. Et vous pouvez voir que sur le deuxième exemple en ligne 12, il y a un élément important, c'est qu'avec MSW, je vais pouvoir à la fois moquer des données complètes, mais surtout, enfin des réponses complètes, mais surtout, elles vont être dynamiques et adaptées à un contenu entrant. Ici, le cas présent, c'est le contenu qui provient du body. Sur la partie droite, j'ai une autre manière d'utiliser ce mocking d'API via des scénarios. Ces scénarios vont me permettre de faire des essais pour une seule et même API, mais dans différents cas. Des cas de succès, des cas d'erreur, ou alors imaginons des rôles, administrateurs, profil classique. Je vais pouvoir justement définir le comportement que cette même API va avoir dans ces cas différents, plutôt que d'avoir des if ou des switches qui se baladent un peu partout. Une fois que j'ai défini le comportement de ces API, je vais avoir besoin de définir à mon application dans quelle situation je suis. Moi, je veux être là, dans ce cas-là, dans un mode navigateur. Et donc, par conséquent, je vais utiliser la librairie MSW qui me fournit un setup worker. Ce setup worker prend en entrée ces fameux handlers, donc un ensemble de handlers, qui ont été définis soit par moi-même, soit par d'autres développeurs, mais pour lesquels ils ont été définis en avance de phase. Une fois que j'ai configuré ce fameux service worker, il ne me reste plus qu'à l'instancier, mais dans un cas particulier, puisque nous, on veut que ce service worker qui justement intercepte les requêtes et répond à notre place, enfin plutôt à la place du back-end, soit exécuté uniquement en développement ou alors pendant les phases de démo, mais en tout cas pas en production. Donc là, pour l'exemple, on a pris une variable d'environnement qui check si on est en développement ou pas en développement. Et puis, il nous suffit de faire un simple start sur le worker que nous avons importé au préalable. Alors, si je ne suis pas en navigateur, je n'ai absolument pas d'interface graphique et je veux l'utiliser purement pour mes tests unitaires ou mes tests automatisés, j'ai le même usage que pour le navigateur qui est présent et qui est offert donc par MSW, à peu de choses près, c'est qu'au lieu de faire un setup worker, je vais faire un setup serveur pour justement démarrer un serveur de mock. Et vous pouvez constater qu'en ligne, tu peux revenir avant s'il te plaît, en ligne 10, merci, 5, pardon, on a les mêmes handlers qui sont présents. Je n'ai absolument pas redéfini ces comportements-là, on les avait définis initialement, donc indépendamment de l'usage, ce sont les mêmes. Alors, pour l'exemple, j'ai pris l'usage de ce serveur de mock dans un cas appliqué avec des tests gestes. Donc on peut l'utiliser avec d'autres types de solutions. Mais en avance de phase, je vais avoir besoin de configurer ce serveur de mock pour que Jest puisse l'utiliser à bon escient. Et pour ce faire, je vais, avant toute exécution de test, déclarer justement ce serveur de mock et l'instancier pour qu'il puisse se démarrer. Donc, donc je vais faire ligne 4 un before all, et puis je fais un listen dessus. Une fois que j'ai fait cela, j'ai la possibilité de excusez-moi, j'ai la possibilité de définir aussi la manière dont vont se comporter mes API, c'est-à-dire que durant mes tests, je peux à la volée changer le comportement d'une API que j'avais déjà moqué au préalable dans le fameux fichier handler, si vous vous souvenez bien. Je vais pouvoir lui indiquer à Jest, surtout, attention, à chaque fois que tu as fini un test, tu redéfinis le comportement de ce handler à l'état initial. Parce que dans certains cas, on a la volonté de modifier le comportement d'une API pour vérifier si notre code se comporte bien ou pas. Ce qui évite aussi de devoir remodifier complètement une API pour l'ensemble des tests unitaires. Donc je vais faire ce fameux reset handler à chaque itération. Et puis enfin, une fois que j'ai terminé, bien évidemment, mes tests, je vais libérer mon serveur de mock et donc faire un close. Une fois que j'ai configuré ça, je n'ai plus qu'à le fournir à Jest, après l'exécution de Jest, bien évidemment, et puis je pourrai l'utiliser.
Alors, un cas appliqué sur justement l'exemple de redéfinition des tests unitaires à la volée. Donc, j'ai sur la partie gauche un composant classique. Si vous ne comprenez pas, bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est de se dire qu'on a un composant qui ne fait qu'afficher un nom et un rôle. Et ces éléments sont modifiés par la récupération des données fournies par l'appel d'API. Sur la partie droite, vous avez donc le fameux test unitaire et vous pouvez voir ligne 9, la redéfinition de ce test unitaire, enfin du mock d'API qui avait déjà été défini dans le handler, si vous vous souveniez bien juste avant, à la volée. C'est-à-dire que là, dans cette étape-là, mon API va se comporter de cette manière-là parce que je le souhaite ainsi. Une fois que j'en sortirai, puisque j'ai fait un reset handler juste avant, on redéfinira le comportement de l'API à l'état initial. Je crois que c'est le moment de passer à la démo, hein, du coup. Bah oui, tu vas nous montrer quoi, Johan? Eh bien, en 4 temps, on va vous présenter une application PromptBoss qu'on a développée. Alors, pas développée, on a vibe-codé pour l'occasion. On n'a pas touché au code qui a été généré. On va également vous présenter comment on va générer un client d'API à partir d'Orval, donc sur la base de la spécification qu'on va utiliser dans cette application. On va bouchonner l'ensemble de ces services, en tout cas, pardon, un service, la récupération des prompts avec MSW, et on va adapter les mocks de 2 façons. Et ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais switcher sur la partie code. Vous me dites si c'est bon. Je pense que ouais, on voit bien. Oui, je pense que c'est bon. Hein. Ok, bon, on va commencer par lancer le projet. Pour au fond, c'est bon? En plus grand, peut-être. En plus grand? Plus grand, oui. Je peux agrandir. Ok, je lance mon projet avec mon npm run dev. Hop, je vais le lancer en navigateur. Voici ma promptbox. Donc, c'est un projet qui permet de gérer des prompts. Voilà. Donc, il y a un titre, il y a une description, il y a le détail du prompt, on a des catégories, on a des types d'IA, on va pouvoir modifier ces prompts en cliquant sur... alors ça, c'est pour copier effectivement le prompt et pouvoir le remettre dans un client d'IA. On va pouvoir modifier le prompt et on pourra en créer d'autres. Ici, ce qui est intéressant de voir, on ne va pas s'intéresser au code dans sa globalité, mais les données sont complètement moquées. Donc sur l'arborescence simplifiée sur la gauche, on va retrouver les mock data dans le répertoire data. C'est un array de prompt, donc voilà, donc c'est un tableau de prompt avec différentes informations, l'identifiant, le titre, la description, le contenu des prompts, et on est de type prompt, et le prompt, c'est un modèle local. C'est dans mon répertoire type. J'ai mon prompt, j'ai mes prompts catégories et j'ai mes AI modèles. Bon, du coup, là, tu nous présentes une application qui est sur étagère, qui est faite, c'est bien, mais on leur a quand même expliqué qu'on allait se rattacher à un back-end et surtout avoir une spécification d'API. Comment on fait? Alors, tout simplement, comme je vous ai présenté tout à l'heure Orval, on se base sur une spécification, donc là ici OpenAPI. Alors, c'est pas le Pet Store, là c'est une API dédiée pour la PromptBox. Et cette spécification, je vais la fournir à Orval via un fichier de configuration, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en entrée, j'ai ma PromptBox. Je ne valide pas en fait le YAML. Par contre, en sortie, je vais générer un client React Query. Je vais moquer derrière. Je vais générer mes endpoints et mes modèles dans des répertoires spécifiques, donc endpoint generated et model generated. J'utilise le mode split pour splitter mon modèle en différentes classes. Et derrière, je passe un coup de prettier pour que tout soit propre. Donc voilà, je vais lancer ma commande et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma commande elle se retrouve en fait dans mon package JSON, donc dans les scripts. Et là, on a la commande generate API qui est ici. Donc il suffit de la lancer et normalement, si on n'a pas d'effet démo, voilà. Donc il y a un certain nombre de classes qui ont été générées suite au passage d'Orval. Donc là, j'ai tous mes modèles. Je vais retrouver mon prompt. Donc c'est le même modèle que j'avais en local, tout simplement, puisque ma spécification, elle se base sur le modèle que j'utilisais en fait localement. Derrière, j'ai mes endpoints. Donc là, je vais retrouver dans mon répertoire generated mes différents endpoints React Query, tout simplement ici. Donc là, notamment cette fameuse fonction getPrompt qui me permet de récupérer mes prompts depuis un endpoint qui s'appelle, un DNS qui s'appelle API PromptBox, exemple qui n'existe pas. Et derrière, les bouchons qui sont générés automatiquement avec la liste des handlers dont Giovanni a parlé tout à l'heure, qui est ici devant vous, et la définition en fait, des mocks basés sur la librairie Faker. Donc on va voir que c'est des données complètement aléatoires. Donc là, si je ne vais pas lancer le projet tout de suite, parce qu'effectivement... Oui, effectivement, là je suis toujours connecté au back-end. Tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait justement se séparer du back-end pour avancer un peu plus vite. Ouais.
Tout à fait. Donc je vais intégrer ce service directement dans mon code. Donc pour ça, j'ai préparé en fait un peu le terrain. Je vais aller dans mon contexte et je vais lui dire que je me base plus sur mes mocks locaux, mais les données qui sont issues de l'API. Donc en l'occurrence, voilà, je vais commenter ça. Je commente mon modèle local. Je vais dire que je m'appuie sur le service getPrompt que je viens de générer. Je vais me baser sur mon modèle qui est généré. Et en dessous, j'ai encore quelques petites modifications à faire, notamment le fait que je ne récupère plus mes prompts depuis ce fameux fichier mockdata, mais bien me baser sur un tableau de prompts vide, et puis ensuite je vais le récupérer via l'API. Donc là, j'ai l'appel d'API qui est ici, je le décommente, et si je relance mon projet, par sécurité... Ah, Ah, qu'est-ce ça que t'as marche fait? pas. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Ah, erreur de chargement. Ah bah oui, mais j'ai pas moqué, effectivement, j'ai pas démarré mon mock serveur. Parce que comme Giovanni l'a dit tout à l'heure, on avait besoin de déclarer l'ensemble des handlers qu'on veut moquer. Alors ici, si on regarde l'erreur, tout simplement, c'est que on essaye d'aller récupérer les données sur un API Promptbox, par exemple, et je ne suis pas connecté à Internet, et même si j'étais connecté à Internet, ce DNS n'existe pas. Donc pour ça, eh bien, dans les handlers, je vais aller ajouter mes handlers qui sont issus en fait de mon fichier MSW qu'on vient de générer. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà, On je a vais avoir des des données. données Bon. générées. C'est bien ça. On a des données, on va pouvoir travailler très bien. On est complètement séparé du back-end. On a une spécification d'API, on s'est basé dessus. Par contre, là, Johan, les data, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Une démonstration comme ça, mon client. Ouais, on a vraiment perdu en qualité là, parce que là, on est sur des données complètement aléatoires. Tout à l'heure, on avait des vraies données de test. Là, on vient de générer des données, mais c'est des données complètement aléatoires. Donc, ce qu'on peut faire, c'est surcharger la configuration d'Orval pour générer des données un peu plus précises. Et notamment, au niveau de la configuration Orval, on va surcharger le mock qui est généré. Ici, pour l'exemple, je vais surcharger des propriétés, notamment le title, la description et le content, pour utiliser en fait des librairies un peu avancées de Faker, et notamment pour générer du Lorem Ipsum. Donc là, je vais devoir régénérer mon API, puisque j'ai modifié en fait la configuration d'Orval. Et vu que c'est idempotent, normalement, effectivement, alors je vais un peu finir, voilà, je vais faire ça. Je peux relancer mon projet. Et là, si on regarde, cette fois-ci, Ah, c'est quand même mieux. Bon, mieux. On a quelque chose de plus intelligible, mais tout à l'heure, au début, tu nous as quand même dit j'ai des données en local. Moi, lors d'une démonstration, plus je me rapproche des données métiers, plus c'est évident pour moi, lorsque j'intègre, de vérifier que mes composants devront être comme il se doit. Et lors de mes démonstrations, mon client va quand même vachement plus comprendre les données qu'il a plutôt que à leur MIP. Bon, je comprends. Tu veux que je réinjecte les données qu'on avait tout à l'heure dans le retour de service. Et ça, on peut le faire effectivement. Il suffit juste de surcharger en fait, les mocks qui sont générés par MSW. Donc, je récupère la liste des handlers qui étaient générés par MSW. J'injecte mes données mockées, donc c'est mon mock prompt. C'est issu de mon fichier qui contenait l'ensemble de mes mocks. Et donc, au niveau de mes handlers, je ne vais plus dire que je me base sur le handler qui est généré par MSW, mais par celui qu'on vient de surcharger. Donc du coup, là, il faut que je repasse ça, tac, ici, tac. Et là, normalement... Ah, parfait. Voilà. Donc si je résume, du coup, on a généré effectivement les types avec la spécification d'API. J'ai moqué mes API, intégré des données qui sont celles le plus proches du client. Il ne me reste plus qu'à me concentrer sur ma valeur ajoutée. Et juste une remarque complémentaire, Giovanni, c'est qu'effectivement, maintenant, mon appel de service fonctionne de manière totalement transparente dans le navigateur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, si je regarde, la réponse, elle est renvoyée par le service worker. Et service worker, c'est un service qui est fourni par MSW. Si on va regarder dans l'onglet application, on va retrouver ce service worker qui a été fourni par MSW et qui me permet de générer, d'intercepter les appels d'API qui partent du navigateur et de générer en fait des données moquées et de me retourner en fait mes données directement en retour d'API. Et l'avantage de ça, c'est que c'est totalement transparent. N'importe quel développeur en phase de onboarding n'a pas besoin de savoir comment fonctionne toute la tuyauterie. Il a juste besoin de passer du temps sur sa valeur ajoutée et donc le développement effectivement des interfaces. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant on peut intégrer ça dans Storybook. Si vous faites des composants graphiques dans Storybook, vous pouvez utiliser MSW et Orval pour générer des réponses et commencer à dynamiser vos composants directement dans votre Storybook.
c'est plutôt intéressant quand on travaille avec un design system assez complet. Alors, si on faisait un petit récap de ce qu'on avait vu, globalement, sur l'expérience développeur, on va effectivement augmenter sa productivité, notamment sur tout ce qui va être interface utilisateur. Forcément, on aura aussi le développeur qui sera en autonomie, fini les besoins d'attendre particulièrement les API du back-end qui doivent être disponibles, on peut avancer en toute autonomie. On avait parlé effectivement de la productivité, mais surtout aussi de la qualité. Une meilleure qualité globale de par le fait qu'il y a la génération de types automatiques. Et donc, par conséquent, moins d'erreurs au runtime, mais aussi lors des phases de compilation. Ensuite, pour les phases de qualification et test, on va avoir des tests beaucoup plus réalistes, beaucoup plus proches de la réalité, puisqu'on se base sur cette spécification d'API. Donc on va faciliter par conséquent les tests 2 à 2. On va tomber sur beaucoup moins de cas d'erreurs, d'échecs lors de ces phases-là. Et enfin, le résultant de tout ça, c'est effectivement la facilitation du respect des délais et des engagements. De par le fait qu'on va pouvoir commencer le premier jour du projet sans attendre ou de devoir décaler d'un sprint ou deux par rapport au back-end, et puis par le respect effectivement de la qualité et de ces phases de test. Alors, concernant, je dirais, les précautions, il y en a quand même quelques-unes à prendre en considération, comme dans toute solution, et notamment, effectivement, ici, au niveau de l'expérience du développeur, on insère 2 librairies supplémentaires, complémentaires, qui sont donc Orval et MSW. Ces librairies sont elles-mêmes versionnées, et possèdent elles-mêmes forcément des dépendances. Ces dépendances et ces librairies peuvent avoir des impacts, des breaking change et des impacts qu'il faut prendre en considération durant la durée de vie du projet. Ensuite, si je peux me permettre effectivement de rebondir sur ce que tu dis, Giovanni, ce sont 2 librairies qui sont développées par des développeurs indépendants, en open source sur GitHub. Et effectivement, dans certains cas, on a eu des breaking change sur le projet. Donc faites bien attention effectivement de figer dans votre package JSON les versions que vous utilisez pour éviter des soucis justement dans votre CI/CD. Autre point assez important, je vous vois venir, effectivement, c'est la qualité va dépendre forcément de l'entrant. Le seul entrant qu'on a, c'est la spécification d'API. Si le back-end n'en a pas ou en fournit une qui n'est pas complète ou pas finie correctement, en tout cas définie correctement, effectivement, côté front-end, on va par conséquent produire un travail de mauvaise qualité. C'est vraiment le cas que j'ai eu sur mon projet. Typiquement, le back-end en fait, générait la spécification OpenAPI sur la base de leur code. Et nous, on basait notre code sur la spécification OpenAPI. Sauf que l'implémentation était différente de part et d'autre. Donc, du coup, sur les formats datetime, on s'est retrouvé en écart. Donc, on a dû rectifier le tir en fait, après coup. Ensuite, vous l'avez vu lors de la démo, la qualité des données est vachement importante pour effectivement ces mocks d'API. Plus je vais me rapprocher d'une donnée au plus proche de la réalité, donc celle effectivement considérée par le métier, plus je vais avoir effectivement des démonstrations de qualité, mais aussi je vais être au plus proche de la production en termes de composants, de taille de composants, de contenu, etc. Enfin, au niveau des phases de qualification et de test, il ne faut pas avoir en tête que ça va masquer, que Orval et MSW vont masquer les problématiques réelles qui sont d'intégration, à la fois sur l'authentification, est-ce que je suis dans le bon format, pas le bon format, etc. Donc ça, on ne va pas pouvoir y passer. Et puis, on a dit que ça facilitait les tests 2 à 2, mais il ne faut pas les passer en dernier, il va falloir quand même les anticiper, parce qu'ils vont pouvoir aussi montrer que la spécification d'API est de bonne qualité, et si on les fait tardivement, il va falloir effectivement reprendre beaucoup de choses. Si on devait résumer, et s'il fallait retenir quelque chose de tout ce qu'on vous a présenté ici, c'est qu'on va vraiment gagner en qualité, en rapidité, en autonomie avec Orval et MSW. En termes de démarche, je vous conseille fortement de spécifier vos API. Ayez éventuellement une démarche en fait end-to-end type safe, ce qui permet effectivement d'éviter des écarts sur la génération de vos modèles, en tout cas sur des implémentations côté back-end et front-end. Je vous conseille d'essayer Orval MSW sur un projet pilote, intégrer les équipes back et QA avec vous pour avoir une démarche de bout en bout, ça c'est hyper important. Mettez en place une démarche outillée et partagée
avec les différentes équipes, intégrer en fait l'outil dans votre CI/CD pour valider les modèles que vous générez, éventuellement éviter effectivement d'identifier en fait des erreurs sur le tard, et en termes de bonnes pratiques, ne jamais modifier en fait le code qui est généré. Les classes qui sont générées par Orval ne doivent pas être modifiées. Si vous avez besoin de modifier les modèles qui sont générés, utilisez en fait les surcharges de configuration d'Orval, modifiez les bouchons MSW avec de nouveaux handlers comme j'ai pu le présenter tout à l'heure. On peut aller très loin en fait, dans les handlers qui sont générés, notamment en simulant en fait, des problématiques réseau, des erreurs complètement aléatoires, voilà, vraiment des choses du quotidien. On va pouvoir également surcharger les modèles par héritage, notamment avec des extensions de modèles, pour avoir des modèles locaux qui sont différents des modèles générés. Donc ça, c'est important. Automatiser Orval dans la chaîne CI/CD, effectivement, ça j'en ai parlé. L'idée, c'est d'automatiser effectivement la génération des modèles et la validation en fait, des classes qui sont générées. Partager les mocks que vous allez créer en fait, durant vos développements avec les équipes de QA et de tests pour faire des tests end-to-end. Et surtout même avec les designers UX UI, puisque vous allez pouvoir effectivement utiliser ces tests pour générer de la donnée dans votre storybook et dans vos collections d'objets. Et enfin, mettez à jour les spécifications et les mocks dès qu'il y a des modifications du côté du back-end. Ça paraît logique effectivement pour rester aligné entre le back-end et le front-end, éviter effectivement d'avoir des alignements en termes de spécifications d'interface. Je pense que c'est tout. Un grand merci. Merci. Et du coup, si vous avez des questions,